son passé et ses angoisses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Même les Chinois ont transmis cet extraordinaire atterrissage de la navette spatiale Columbia auquel vous avez pu assister hier soir en direct dans ce journal. Moment intense, salué par tous, les télégrammes de félicitations s'empilent sur le bureau de Ronald Reagan ce soir, ceux de ses collègues français, allemands, britanniques, et ceux de millions d'Américains enthousiastes. Ces Américains qui se sont découverts hier soir deux nouveaux héros, Young et Crippen, que voici s'extrayant de leur capsule spatiale 1 heure après l'atterrissage de Columbia sur la base d'Edwards, en Californie. Et c'est là que nous rejoignons notre correspondant permanent sur la côte ouest des États-Unis, Claude Guénière. Il y avait pourtant du sable à côté, plus confortable que le bitume de ce parking. Mais peut-être voulait-il garder une place pour quelque ami. À moins que, comme les anciens dormaient à côté de leurs chevaux, les nouveaux Américains ne peuvent s'éloigner de leur voiture. Des centaines comme ceux-là avaient passé la nuit dans le désert pour être sûrs de ne pas manquer cet événement qu'ils voulaient considérer, en cas de réussite, comme le témoignage de la suprématie américaine. D'ailleurs, personne ne doutait. Et ils arrivaient par milliers, chercher ce dont l'Amérique a aujourd'hui le plus besoin, la foi dans le pays, dans sa technologie et ses capacités d'innovation. Ça va marcher, disait-il, tout de même anxieux en pensant à ces tuiles de protection arrachées au décollage. Et il venait participer à la fête en disant « God save America », que Dieu sauve l'Amérique. La fièvre des lancements lisait-on sur les t-shirts. Mais le problème maintenant, c'était l'atterrissage. L'Amérique attendait pour libérer sa joie. Si on réussit, me disait-on, après tant d'années de confusion, nous aurons enfin un objectif. L'industrialisation de l'espace, des emplois nouveaux, de nouvelles richesses, une cause, un espoir pour l'humanité. Et c'est nous, les Américains, qui la porterons. Et soudain les deux bang, le voilà, à une vitesse supersonique. Belle façon d'arriver en Californie, dira Crippen le pilote. Le public lui cherche dans le ciel l'oiseau qui va trop vite et ne le voit pas. Moment de déception et d'attente impatiente. Alors et soudain la confiance est retrouvée. Les échecs et les déconfitures oubliés. L'Amérique a de quoi vibrer. Notre bonjour aux Russes, entendons dire. Et les poitrines se gonflent. On est les premiers. On oublie la performance technique. Columbia, la première navette spatiale, est une arme politique. Je vais vous dire, ça c'est quelque chose que l'on attendait depuis longtemps et qui va stimuler notre fierté nationale. Cela va aussi dynamiser nos alliés qui doivent se réjouir comme nous. Ça réconforte notre fierté nationale, notre prestige et notre morale. Et l'on boit à la santé de l'Amérique. Oui, image très forte parce que relayée par la télévision et avec quelle précision, parce qu'aussi les Américains n'avaient rien fait de grandiose dans l'espace depuis de nombreuses années. Cela dit, n'oublions pas que les Soviétiques sont toujours aussi compétitifs dans cette nouvelle bataille du cosmos et que deux d'entre eux tournent toujours en ce moment même autour de nous. Georges Bortoli. Oui, et vous voyez que sur ces images, Moscou célébrait le 20e anniversaire du premier vol humain dans l'espace, celui de Yuri Gagarin en avril 61. C'est une façon de rappeler évidemment que dans l'espace, les soviétiques avaient largement l'antériorité. Et tous les uniformes militaires que nous avons vus sous ces images, eh bien, nous rappellent précisément que tous ces programmes ont des applications militaires. Bon, alors c'est vrai que dans ce domaine, les Américains viennent de marquer un point. C'est vrai que les navettes pourront lancer des satellites militaires, bien sûr. C'est vrai que les navettes pourront capturer avec leurs grands bras mécaniques des satellites ennemis. Et c'est probablement vrai que dans un avenir un peu plus lointain, les navettes pourront détruire les missiles ennemis avec des rayons laser, ce qui est tout à fait impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que le programme soviétique en cours, le programme Salyut, est lui aussi un programme largement militaire et que si les soviétiques ont une technologie moins brillante, c'est vrai, ils ont quand même des résultats considérables. Ils ont fait la preuve, par exemple, qu'ils étaient très capables de manipuler les satellites tueurs de satellites. Je crois qu'il faut, en fait,
distinguer entre la capacité technologique et économique qui est plus forte du côté de l'Amérique et puis la volonté politique, ce qui est un exemple, ce qui est une leçon valable aussi pour nous autres Européens. Nous voyons, vous l'avez dit, que du côté américain, on procède par bond. On fait des coups extrêmement brillants, et puis entre ces coups, il y a des trous. Il y a par exemple l'éclipse assez dramatique de la NASA après le gouffre budgétaire du programme Apollo. Mais les Soviétiques, ils n'ont pas d'état d'âme budgétaire. Ils ont une volonté politique continue d'affirmer la puissance, de monter en puissance dans le cosmos comme sur notre planète. Et je crois que cette volonté politique continue, eh bien, ça peut compenser bien les retards et technologiques et économiques. Alors voilà donc du côté soviétique, du côté européen, on se pose bien sûr des questions sur l'avenir de la fusée Ariane après le triomphe de la navette Columbia. Il y a un problème de rentabilité, mais les responsables de la fusée européenne sont tout à fait sereins. Le commentaire par exemple du ministre français de l'Industrie, André Giraud. Oui, la navette peut faire naturellement le même travail, elle peut faire des choses que ne peut pas faire le programme Ariane et pour plus tard, bien sûr, la navette présente beaucoup plus de possibilités. Au plan économique, les prix de lancement qu'avait annoncé la navette étaient plus bas que ceux que pouvait faire Ariane. Mais ils ne sont pas vérifiés par le prix de revient effectif de la navette. Et lorsque la concurrence va redevenir normale, il semble que les prix de lancement par satellite seront à peu près comparables. De toute façon, il y a déjà des commandes de lancement et des options pour Ariane. Donc Ariane continue. Ariane continue, certainement. Et ça nous amène aux affaires françaises, avec tout d'abord les nouveaux chiffres de l'emploi. Pour le mois de mars, le nombre des demandeurs d'emploi en données brutes continue de fléchir légèrement, moins 0,6%, ce qui nous donne un chiffre, vous le voyez, de 1 657 200 chômeurs. En revanche, en données corrigées des variations saisonnières, eh bien, la situation continue de s'aggraver, une augmentation de 3,5%. Des chiffres que confirment ceux de l'UNEDIC, qui ne parlent que des chômeurs indemnisés, mais qui vont dans le même sens. L'emploi est un des thèmes majeurs de cette campagne électorale que nous allons maintenant détailler. Sachez tout d'abord que ce sont près de 37 millions d'électeurs qui seront inscrits sur les listes électorales pour l'élection. Élégance oblige, nous allons commencer par les femmes ce soir, et tout d'abord Huguette Bouchardot, qu'a suivi Jean-Jacques Dufour. C'est dans une salle petite mais comble, environ 600 personnes, que M. Lannick Lodilosquet du PSU breton a ouvert ce meeting avant de passer la parole à un handicapé, M. Jean-Luc Héridel, puisqu'au cours de ces réunions publiques, Huguette Bouchardot a décidé de leur donner systématiquement ou presque la parole. La candidate du PSU a longuement parlé de la lutte des femmes. Dénonçant la mainmise des hommes sur la vie politique, elle a ironisé à propos du projet de loi visant à rendre obligatoire la présence de 20% de femmes dans les conseils municipaux. Je ne vais pas être méchante. Je ne vais pas dire, d'accord, 20% dans les municipalités aux femmes, 20% dans les législatives aux hommes. On pourrait faire un marché. Hein? Non, je ne vais pas aller jusque-là. Moi, je vais dire simplement que partout où il y a instance de pouvoir, partout où quelque chose se décide qui nous concerne, et tout ce qui est vie sociale nous concerne les femmes comme les hommes, eh bien, partout où il y a cela, nous devons revendiquer moitié de représentation. Demain, Huguette Bouchardot sera à Toulouse. Alors après la campagne d'Huguette Bouchardot, intéressons-nous à celle de Marie-France Garot, qui a passé presque toute la journée d'hier à Paris à courir les radios et les télévisions. L'occasion pour Gérard Inet et Jean-Claude Latremblay d'essayer de mieux cerner sa personnalité. Avec Marie-France Garot en campagne, pas d'avion, pas de meeting en province, pas de débordement d'enthousiasme, mais une campagne épuisante à Paris, axée sur les médias. 12 heures, 15 minutes d'interview à une radio périphérique et un thème qui lui est cher, le renouveau moral de l'Occident. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter après avoir été, comme on dit, dans l'ombre? J'ai eu le sentiment que dans les temps que nous vivions, qui sont très très difficiles, les hommes politiques étaient un peu englués dans leurs considérations électoralistes et partisanes, et surtout qu'ils ne voulaient pas placer le débat qui, moi, me paraît essentiel, c'est-à-dire celui de la place de la France dans le monde et de notre stratégie sur le plan international, parce que je crois que c'est ce problème-là qui commande tous les autres. 13 heures, retour à son quartier général, qui est Anatole France, un appartement prêté par des amis, et déjeuner avec son directeur de campagne. 13h30,
Maquillée avec soin, l'épaisse chevelure nouée en chignon, Marie-France Garot poursuit son marathon. Une radio, 2 télévisions. Il y a 4 mois, en annonçant ma candidature à l'élection présidentielle, j'ai adressé Marie-France Garot, pourquoi avoir axé toute votre campagne sur les médias et pas de meeting en public? Parce que j'en ai pas les moyens, tout simplement. Marie-France Garot n'a pas de parti derrière elle, mais des partisans. Un petit noyau de permanents à Paris et un réseau de bénévoles en province. Des gens qu'elle ne voudrait pas décevoir. Le sondage du jour maintenant, celui de Paris Match. Au second tour, Valéry Giscard d'Estaing l'emporte sur François Mitterrand, 50,5 contre 49,5. La semaine dernière, c'était 52,48. Au premier tour, le président sortant perd 2,5 points. Il a 27% devant François Mitterrand, 23,5. Il perd 1,5 point. Georges Marchais, 19%, il gagne 1,5 point. Et Jacques Chirac, 18,5, il gagne 2 points. La commission des sondages a exprimé de sérieuses réserves sur la fiabilité des résultats de l'avant-dernier sondage de Paris Match, Public SA, et sur celui d'Indice Opinion VSD, qui allait d'ailleurs tous les deux dans des sens tout à fait opposés. Et puis le député RPR Maurice Druon, qui est proche de Michel Debré, a demandé l'interdiction permanente de 3 catégories de sondages politiques, par exemple sur les intentions de vote qui cherchent à anticiper sur le vote lui-même. François Mitterrand, lui, présentait cet après-midi une deuxième liste complémentaire au comité de soutien à sa candidature avec les noms de comédiens comme Jean-Marc Thibault, de musiciens comme Jean-Claude Casatsu, Claude Buter, de cinéastes comme Costa Gavras, de sportifs comme le sauteur à la perche Jean-Michel Bello, d'hommes politiques, de préfets, de professeurs d'université. François Mitterrand qui, par ailleurs, a fait savoir aujourd'hui que les actionnaires des entreprises nationalisables seront indemnisés. Du côté de Michel Crépeau maintenant, président des Radicaux de gauche, un écho recueilli par Claude Sérillon et Patrice Destrade qui l'ont suivi toute la journée. Difficile de faire semblant, dans l'avion prêté par un ami, Michel Crépeau préfère très vite aux notes ou statistiques la conversation amicale. De ses déplacements en province, il veut en retirer le bénéfice d'une image personnelle perçue comme différente. Certes, on parle politique, écologie, régionalisation, liberté, mais à chaque fois avec le désir d'utiliser un langage neuf. Le langage politique, il traduit un comportement. Enfin, ce qu'on pense, ça se sent à travers ce qu'on dit. Et c'est pourquoi je veux essayer de parler différemment, parce que ce langage technocratique de tous ces gens qui se prennent au sérieux, c'est l'éternel ronron de la politique. Tout le monde nous dit la même chose pour finalement aboutir aux mêmes choses. Mais moi, j'essaie de parler différemment pour aboutir à quelque chose de différent. À Reims, avec le maire communiste, le champagne sert un instant d'union. L'accueil est souriant. Michel Crépeau aime à répéter qu'il cherche à redéfinir le radicalisme, même si les Français l'ont oublié après Combes, Caillot ou Mendès-France. Devant les journalistes régionaux, Michel Crépeau plaide pour une majorité de gauche où les radicaux apporteraient un idéal de fraternité et de solidarité. C'est, selon le slogan, l'avenir en face, au risque de déplaire à ses alliés. Mon radicalisme, il colle très bien avec mon image de maire de La Rochelle. L'esprit de réforme, l'esprit de libre examen, l'esprit de tolérance. Eh bien, évidemment, dans la France monarchiste, ça passait pour de l'hérésie. Et même dans la gauche, qui reste trop monarchiste, eh bien, je passe un peu pour un hérétique. Pour du poil à gratter, un empêcheur de danser en rond. Ah, si j'étais... J'aime pas le mot, mes partenaires, je les aime bien, mes partenaires de gauche, j'ai une municipalité d'union de la gauche qui marche bien. Oui, je suis allé saluer le maire communiste, ici. Mais moi, j'aime pas les gens qui s'enferment dans des cellules ou dans des sections. Parce que des cellules, ça fait prison, des sections, ça fait un peu trop militaire comme mot. Moi, je préfère des comités, une bonne humeur, une ouverture. Le rire, c'est l'antidote à la technocratie. Tous ces gens sont des tristes. Au journal officiel de ce matin, la publication de tous les parrains des différents candidats, ça fait une liste de 500 multiplié par 10, c'est-à-dire 5000 noms qui occupent presque tout le JO de ce matin. À noter qu'un certain nombre d'élus socialistes et communistes n'ont pas suivi les consignes de leur parti en parrainant par exemple Arlette Laguillet ou Huguette Bouchardot, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que le conseiller général Henri Giscard d'Estaing parraine son père. Alors parlons précisément de Valéry Giscard d'Estaing qui hier soir était devant les francs-maçons du carrefour de l'amitié et qui aujourd'hui était dans le sud-est, à Manosque et à Marseille. Nos envoyés spéciaux Patricia Charnelet et Paul Amar ont été frappés par le vigueur de son ton et de ses critiques vis-à-vis de ses différents opposants.
sous ce chapiteau de Manosque, Valéry Giscard d'Estaing a très sévèrement critiqué l'attitude de l'opposition et peut-être avec encore un peu plus de combativité que ces jours derniers. Il a lancé un appel contre ce qu'il a appelé les forces de la division. Les vieux démons, a-t-il dit, se sont réveillés. Les mêmes forces, a-t-il ajouté, qui ont conduit au naufrage de la 4e République, vous propose aujourd'hui de leur confier le sort de notre pays, eh bien en me dénigrant, mes concurrents dénigrent les Français. Je suis celui qui veut unir. Je suis celui qui veut construire. Je suis le seul à apporter l'espoir. Et je veux dire l'espoir raisonnable et non les chimères. L'espoir fondé sur les réalités. L'espoir à partir de ce que les Français ont fait depuis 7 ans et que tous, moins 9 d'entre eux, reconnaissent aujourd'hui. C'est celui qui a construit les fondations qui est le plus qualifié pour achever la maison. Vous savez que c'est un argument qu'on donne souvent, on dit mais comment donc, ce que vous dites aujourd'hui, il n'y avait qu'à le faire hier. Mais hier, nous avons construit les fondations de la maison. Et dans vos régions de montagne, dans vos régions qui sont dévastées parfois par toutes sortes de cataclysmes naturels, n'était-il pas souhaitable de construire les fondations avant de construire les étages? Il y a eu les fondations, voici maintenant les étages. Du côté communiste, Georges Marchais a demandé dans Révolution et l'hebdomadaire de son parti que le gouvernement d'union de la gauche mis en place au lendemain de l'élection présidentielle en cas de victoire prenne dès le 11 mai diverses mesures dont l'augmentation du SMIC à 3 300 francs par mois. Jean-Michel Mercurol l'a suivi aujourd'hui à Ivry, près de Paris, où il s'en est pris à ceux qu'on appelle les petits candidats. Écoutez en quels termes. Ne vous laissez pas prendre par ceux qui sont là pour brouiller les cartes et qui habillent leurs attaques contre les communistes de grandes phrases soi-disant révolutionnaires. Ça, ce sont les gadgets de Giscard et des patrons. Pendant des mois, des années, ils sont inconnus au bataillon. On ne les voit pas dans les combats que vous menez pour vous défendre. Et puis, une fois tous les 7 ans, les préfets les sortent du placard, ils leur donnent les signatures dont ils ont besoin et vous les voyez apparaître à la télévision. Non. Non. Comme on dit, la ficelle est un peu grosse. Ça ne marche pas. Et je dis, drôle de révolutionnaires, ceux qui sont présentés par des maires de droite. J'ai pu le vérifier aujourd'hui, puisqu'enfin la liste est publiée. Qui soutient qui? Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Voilà, nous avons presque fait le tour complet avec Jacques Chirac maintenant, après la polémique avec les différents lieutenants de Valéry Giscard d'Estaing. On a demandé à Jacques Chirac, dès son arrivée à Bordeaux, s'il ne pensait pas faire le jeu de François Mitterrand. Écoutez sa réponse. Monsieur Mitterrand au deuxième tour, Monsieur Giscard d'Estaing, c'est aléatoire et chacun en prend de plus en plus conscience aujourd'hui. Alors que battre Monsieur Mitterrand au premier tour, en votant pour moi et en faisant en sorte que le candidat socialiste soit éliminé, leur apparaît de jour en jour comme une hypothèse à la fois plus sûre et plus crédible. Alors ça dérange un peu, il faut le dire, à la fois M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing. Ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi je fais ma campagne et je la poursuis. Tranquillement. Moi mon problème, maintenant, c'est de commencer à réfléchir sérieusement au thème que je développerai entre le 26 avril et le 10 mai. Et c'est ce à quoi je me consacre actuellement dans les moments de réflexion que me laisse l'achèvement de la campagne du premier tour.
Voilà, hors campagne électorale maintenant, le Conseil des ministres, avec une communication de Jean-François Poncet sur le Liban, la France soutient les efforts du gouvernement libanais. Et puis un rappel du secrétaire d'État à l'action sociale, Rémi Montagne, l'effort de l'État en faveur de l'aide ménagère pour les personnes âgées a été multiplié par 2,5 en francs constants depuis 1974. Fait divers, encore un hold-up sanglant ce matin à Paris dans le 17e arrondissement, puis à Neuilly, un policier est mort. Tout de suite des détails avec Jean Mamère. 3 fusillades ont opposé les gangsters aux policiers. La première, place des Terres, où les 5 malfaiteurs pour protéger leur fuite abattent un gardien de la paix. Partis à bord de 2 voitures, les 5 bandits, dont une femme, déclenchent une deuxième fusillade, sans victime, contre le quart de police qui les poursuit. Les voitures se séparent, mais l'une d'entre elles est accidentée à Neuilly. Nouvel échange de coups de feu. Sous la menace, 4 malfaiteurs dérobent une voiture pour s'enfuir. Ils courent toujours, mais ont abandonné des armes et leur butin, 30 000 francs. De son côté, toujours à Neuilly, mais 2 heures plus tard, le dernier malfaiteur abandonne son véhicule, puis disparaît. Depuis, plus aucune trace. L'enquête continue. À Atlanta, une polémique à la suite des révélations du FBI dont l'un des agents a affirmé que certains des meurtres d'enfants noirs pourraient être le fait des parents même des victimes. Pas plus de détails pour le moment, cela concernerait 3 à 4 cas. Et puis l'appel pathétique de Mme Sharansky, la femme du mathématicien soviétique dissident détenu dans des conditions très précaires pour sa santé. Elle demande à tous les Français de descendre dans la rue pour sauver sa vie. Sport, Villas, Connors et Noah plus difficilement qualifiés pour la suite du tournoi de Monte-Carlo en tennis. En revanche, Victor Pecci, le Paraguayen qui avait créé la surprise hier en battant Borg, s'est fait éliminer par l'Italien 6-3, 6-2 au second tour. Le tiercé de demain, très rapidement, les pronostics de notre ami Pierre Bresse, c'est-à-dire le 2, le 3, le 6, le 1, le 5, le 9, le 7, donc pour le prix Ingres à Auteuil. Et puis cinéma maintenant, avec aujourd'hui la sortie sur les écrans d'un film événement de l'allemand Fassbinder, un film qui remue bien des souvenirs, Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich heraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Le film a été inspiré par la biographie de Leila Anderson, créatrice de la chanson qui fut plébiscitée par les soldats de tous les fronts. Chaque soir, sur Radio Belgrade, Lili Marleen était l'ange du repos des armes, de l'oubli de la mort, jusqu'à ce que Goebbels l'interdise. Fassbinder a fondu sur sa mélodie un mélodrame politico-romanesque où se mêlent peur, nostalgie et peut-être remords. Son héroïne est-elle héroïne ou profiteuse du régime? On a exagéré, bien sûr, l'histoire. On les a tirés des faits, mais on les a exagérés. On a découvert que c'était une chanson qui, bien que on pouvait l'utiliser pour satisfaire les soldats qui étaient dans la merde, en fait, pour les faire rêver un peu, mais quand même, il y avait quelque chose dans la chanson qui était subversif. Anna Schygulla, la nouvelle Dietrich, la seule star allemande dans le studio d'un photographe international. Son visage est pour nous celui de l'Allemagne, ou plutôt des Allemagnes, puisque dans le mariage de Maria Braun, elle symbolisait celle du miracle économique, et dans Lili Marleen, celle des illusions nazies. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a vécu dans ce temps et qui a toujours regardé un peu de côté, n'a pas vraiment voulu savoir. Le public allemand a fait un succès au film, mais les critiques ont été dures. Mauvaise conscience, refus du passé national. C'était très excitant de faire ça parce qu'on a su que ça va relever des souvenirs chez chacun, qu'on en parle ou pas, parce que c'est quand même une période que beaucoup de gens ont vécu. Et même les autres, les jeunes, ils ont toujours ils ont vécu dans l'atmosphère les traces d'un traumatisme aussi.
Lily Marlène donc de Fassbinder. Le loto, vous allez le voir, ça a commencé très facilement. Le 1, le 2, puis le 7, le 33, le 38 et le 48, avec comme numéro complémentaire le 4. Et puis maintenant, avec Alain Gillot-Pétret, la météo. Et le complément du loto, eh bien pour demain, d'où jeudi, mais le temps va changer quelque peu, je vais vous expliquer ça dans un instant. En attendant, un petit coup d'œil sur les températures de 13 heures, vous allez voir notre carte, beaucoup de températures au-dessus de 20 degrés, mais tout de même un tout petit peu plus fraîches qu'hier, des températures toujours au-dessus de la moyenne saisonnière. Que va-t-il se passer? Regardons notre carte isobarique, la carte technique qui va nous expliquer cela. Le baromètre est stable. Depuis quelques jours, il est assez haut. De l'air frais venu du nord-est commencera à envahir notre pays par le nord-est, c'est-à-dire qu'il sera surtout plus sec. Il y aura donc moins d'orages, moins de nuages, en tout cas par le nord-est. Ailleurs, évidemment, toujours le même temps orageux, humide. La prévision pour demain, région par région, au nord d'une ligne Cherbourg-Besançon, en gros, le temps sera brumeux le matin et frais, puis doux l'après-midi, avec de belles éclaircies l'après-midi et quelques passages nuageux. Au sud de cette ligne Cherbourg-Besançon, approximativement, beaucoup plus de nuages, quelquefois des orages, des ondées, quelques éclaircies et pas mal donc de nuages, température chaude et douce au sud, au nord l'après-midi. Les prévisions de température pour demain, région par région, de 6 à 10 degrés le matin en moyenne et l'après-midi de 17 à 20 degrés. Ça baisse un tout petit peu, mais nous sommes toujours au-dessus de la normale saisonnière. Enfin, le petit agenda pour demain, le jeudi 16 avril, 20h42 pour le soleil à Paris, son coucher, c'est Saint-Benoît, Saint-Joseph. Non, c'est Saint-Benoît-Joseph, c'est un seul saint. Et bien sûr, demain, c'est le jeudi saint. Merci. Et puis pour nous quitter, un petit sujet clin d'œil qui nous a été inspiré par un diagnostic qui fait froid dans le dos. Les baisers, qui comme on le sait sont porteurs de germes, raccourciraient singulièrement la vie de ceux qui en sont gros friands. Alors Denise Boer s'est aussitôt lancée sur la piste. C'est un baiser que je vous envoie, mais il restera pudique, car aujourd'hui, ce geste tendre est déclaré dangereux. Alors avis aux amoureux, ce n'est pas moi qui le dis, mais une ravissante jeune femme de 26 ans qui vient de soutenir une thèse de médecine sur les dangers du baiser. Une somme de maladies virales, bactériennes, parasitaires peuvent être transmises à l'occasion de ce contact particulier. Malgré ces risques, Hollywood a tenu le coup près de 50 ans. Des kilomètres de pellicules ont fait rêver plusieurs générations et ont suscité chez nous des envies. Par exemple, celle de connaître les bras musclés de Clark Gable ou de Cary Grant. Et vous, messieurs, avouez que vous étiez morts d'envie de tenir dans vos bras Marilyn Monroe ou Lorraine Bacall. Seulement voilà, il paraît qu'au cinéma, le baiser c'est pour rire. La réalité est tout autre. C'est possible que ça raccourcisse un petit peu la vie, vu que dans une période émotionnelle un petit peu assimilable au stress, il y a des tas de décharges organiques, une augmentation de la consommation d'oxygène, une augmentation par exemple des débits dans les coronaires, une augmentation du travail cardiaque. Le docteur Mourier me faisait justement remarquer que les Américains, comme les Soviétiques, ont pour habitude de s'embrasser à tout propos d'une façon pour le moins bizarre et gourmande. Ils prennent le risque aussi, mais enfin, point de vue stress, je pense qu'ils ne doivent plus l'être tellement, puisque c'est une manifestation quotidienne, mais ils peuvent très bien attraper les oreillons, tout comme les Français. Le baiser considéré comme dangereux a peut-être contribué au grand bouleversement de l'histoire. C'est pour cette raison que Léonid Brejnev, plus prudent que l'un de ses prédécesseurs, s'en tient dorénavant à la simple accolade. Voilà, je vous embrasse en vous donnant rendez-vous demain à 19h35, comme chaque soir en ce moment, mais auparavant, vous avez eu le dernier journal d'Hervé Claude à minuit 10, très précisément, après une bonne émission de Laurent Bromède sur nos très vieux ancêtres. Et puis Antenne de midi, demain à 12h05, avec l'économiste Jean Fourastier. À demain, bonsoir.